Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo très spéciale. Je sais que le titre va faire grincer des dents beaucoup de personnes, mais laisse-moi t'expliquer avant de t'exciter dans les commentaires le pourquoi du comment j'ai choisi ce titre. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va faire une revue du livre de La pensée straight écrit par Monique Wittig. Sa vision est plutôt de dire que non, l'orientation sexuelle n'est pas naturelle, n'est pas innée, n'est pas inscrite dans nos gènes, mais qu'elle est une construction politique dans un but bien précis. Donc on va vraiment voir ça, tout ça en détail avec ce livre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui théorisent énormément de choses, un peu tout et n'importe quoi sur l'orientation sexuelle. On a vu des personnes essayer d'expliquer les orientations sexuelles à travers la génétique, la biologie, la nature, etc. D'autres personnes qui disent que l'orientation sexuelle est un mélange d'inné et d'acquis. D'autres personnes qui pensent que l'orientation sexuelle ne peut pas être naturelle puisque l'orientation sexuelle a un lien avec le genre et que le genre, on le sait, est une construction sociale. De ce fait, l'orientation sexuelle est aussi une construction sociale. Enfin bref, beaucoup de débats là-dessus. Et moi, là aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de te présenter la pensée de Monique Wittig qui me paraît très pertinente. Moi, elle m'a beaucoup parlé et j'espère du coup que tu y verras plus clair. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à regarder les liens qu'il y aura dans la description. Le premier, c'est celui d'une vidéo de la chaîne YouTube Game of Hearts qui est une revue aussi sur ce livre qui est génial, vraiment hyper complète. Moi, je l'ai regardé avant de faire cette vidéo. Je me suis dit, d'un côté, c'est peut-être pas une bonne idée parce que j'ai pas envie de faire un copier-coller, mais c'est un livre tellement riche, tellement dense et qui est pas très facile, je trouve, théoriquement, disons, que je me suis dit, vas-y, il faut absolument que je m'assure d'avoir vraiment compris les concepts, que je suis pas passée à côté de quelque chose et tout. Et je suis tombée sur cette vidéo qui est géniale, donc vraiment, je te la conseille. Je vais essayer de ne pas reproduire à l'identique cette vidéo, puisque c'est pas le but. J'ai envie d'expliquer ça avec mes propres mots, mais je t'invite vraiment à la regarder, elle est super intéressante. Et d'ailleurs, il y a la version podcast de cette vidéo sur Spotify aussi que je te mettrai dans la description. Et le deuxième lien, c'est tout simplement ma playlist dans laquelle j'ai toutes les revues de livres que j'ai fait cette année et que je vais continuer pour 2021, t'inquiète. Donc si t'aimes bien mes revues de livres détaillées, je t'invite à aller regarder dans cette playlist. Donc sans plus tarder, on va commencer avec l'introduction. Donc Monique Wittig était une romancière, philosophe, théoricienne et militante féministe lesbienne française qui est morte en 2003 et qui a énormément écrit à propos du féminisme, du genre, des orientations sexuelles, du régime politique de l'hétérosexualité, etc. Elle a fait partie notamment du Front homosexuel d'action révolutionnaire et du mouvement de libération des femmes, donc le MLF, dans les années 1970, et ensuite elle est partie aux États-Unis. Et du coup, moi je n'ai lu pour l'instant que cet ouvrage d'elle, mais laisse-moi te dire que j'ai très envie d'aller découvrir un peu plus les autres écrits qu'elle a fait parce que vraiment je trouve que c'est une vision hyper riche et très intéressante. Donc dans ce livre, en fait, elle commence d'emblée en expliquant que pour elle, l'hétérosexualité, donc j'utilise ces termes, est un régime politique fondé sur l'esclavagisation des femmes et qui n'a rien de naturel. Alors, petite précision sur le terme d'esclavagisation des femmes. Dans ma vidéo sur un féminisme décolonial de Françoise Vergès, je t'expliquais que elle ne trouvait pas le parallèle avec l'esclavage et le patriarcat pertinent parce que certaines femmes en fait invisibilisent les rapports de domination qu'il peut y avoir en termes de race sociale, et donc elle disait que c'était indécent de la part de féministes blanches de parler d'esclavage des femmes parce que certaines femmes blanches ont possédé des esclaves en fait à l'époque de toute cette période d'esclavage. Et donc voilà, on peut débattre sur la pertinence du mot d'esclavagisation, mais elle, c'est comme ça qu'elle le définit. Donc je comprends que ça puisse questionner l'utilisation de ce terme-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, elle prend vraiment cette posture tout le long du livre où ouvertement, elle affirme que le rapport qu'il y a de domination entre les hommes et les femmes, il est comparable, pas identique, mais qu'il a la même dynamique en fait que le rapport entre un maître et son esclave. Et ça, elle va le redire à plusieurs reprises. Donc elle voit vraiment les hommes, politiquement parlant, comme les maîtres des femmes qui sont les esclaves des hommes. Elle explique ensuite que les femmes, dans le système hétéropatriarcal, ont deux choix. Donc le premier, c'est soit d'être des fugitives et tenter d'échapper à leur classe, parce qu'en fait elle va parler du groupe des femmes et du groupe des hommes comme des classes sociales, l'une
l'une dominante sur l'autre. Et donc, elle dit que soit on peut échapper à sa classe en étant donc des fugitives, soit on doit négocier quotidiennement le contrat entre classes et donc rester dans sa position de dominée et devoir tous les jours trouver un moyen de survivre en fait à ce déséquilibre. Et donc, elle dit que on n'a que ces deux options et que dans tous les cas, c'est pas une société idéale puisque on ne devrait pas vivre dans un monde où soit on se marginalise en échappant à notre condition, soit on la subit tous les jours et qu'on doit faire avec. L'idée principale, moi, qui m'a beaucoup impactée, c'est l'idée que les femmes, la classe des femmes, n'a de sens que en fonction de l'existence de la classe des hommes. C'est-à-dire qu'elle va reprendre les théories marxistes, je te ferai une vidéo sur les théories marxistes dans mes vidéos sociologie si ça t'intéresse, mais en gros elle va reprendre la théorie de Marx qui dit en gros que la classe prolétarienne n'a de sens que parce que la classe bourgeoise, la classe dominante existe, et que sans la classe bourgeoise dominante, il n'y aurait pas de prolétaires. Et donc c'est pareil pour Wittig avec la classe des femmes et des hommes. Si la classe des hommes n'existait pas, la classe des femmes n'existerait pas non plus, puisque elle n'a de sens que dans la relation de domination. En gros, pour elle, le fait de dire il y a des hommes et il y a des femmes dans la société, c'est un choix arbitraire, un choix politique, avec une volonté derrière d'exploitation et, comme elle le dit, d'esclavagisation de l'un sur l'autre, et qu'en gros ce choix politique se justifie à travers la naturalisation des genres, en disant en gros oui, il y a des hommes et des femmes, regardez, il y a des pénis et des vagins, point barre, la société est construite comme ça, alors qu'elle, elle dit non, c'est pas comme ça que ça se passe, nous faisons le choix de diviser la société en deux, en choisissant ce critère spécifique des appareils reproducteurs comme catégorie d'organisation sociale. À nouveau, si on fait le parallèle avec le système raciste inscrit dans la société, le fait de trier les êtres humains à la naissance en fonction de leur couleur de peau et de leur assigner un statut, donc si on revient à l'époque de l'esclavage, d'esclaves ou de maîtres en fonction de leur couleur de peau, c'est un choix arbitraire. Certes, on voit que les gens n'ont pas la même couleur de peau, mais une société décide que ce critère-là va être pertinent dans l'organisation sociale et va assigner les personnes à un rôle de dominant ou de dominé dans la société. Et donc elle fait le même parallèle avec le genre en disant que nous faisons le choix à chaque naissance de dire « Ah, tu as une vulve, ah, tu as un pénis, donc tu vas avoir cette place dans la société et tu vas avoir cette place dans la société » parce que notre société fonctionne autour de l'exploitation du travail reproductif des femmes, en fait, tout simplement. Et que si on vivait dans une société qui n'était pas focalisée et qui ne fonctionnait pas sur cette exploitation reproductive, concrètement, on s'en foutrait complètement de savoir qu'est-ce que les humains ont entre les jambes. Il y a plein de catégories comme ça que nous prenons comme des éléments importants de l'organisation sociale et qui vont déterminer, entre guillemets, notre vie pour toujours, à peu près, puisque c'est des éléments qui sont centraux dans l'organisation de manière générale de la société et donc qui se manifestent dans toutes les sphères de la vie d'un individu. Monique Wittig est très connue et a fait polémique à cause d'une phrase en particulier qui dit « Les lesbiennes ne sont pas des femmes » puisque, par définition, pour elle, les femmes ne prennent de sens, enfin le terme, la classe femme ne prend de sens que dans la relation d'exploitation avec la classe des hommes. Et donc si on est lesbienne, nous sortons de ce système d'exploitation, nous décidons de ne relationner qu'avec des personnes qui ne sont pas dans cette dynamique classe sociale dominante masculine, classe sociale dominée féminine, et donc comme elles s'extraient de cette logique de domination, elles ne font plus partie de la classe des femmes, puisque la femme ne prend de sens, je le répète, que dans la relation de pouvoir avec l'homme. Et donc on en vient à sa vision du lesbianisme radical. Elle dit en gros que les lesbiennes, elles occupent une position spécifique au sein de la classe des femmes et elles constituent en fait une faille au régime de l'hétérosexualité puisqu'elles décident en fait de ne pas se conformer à cette classe femme en refusant le rapport d'exploitation avec les hommes, qui se manifeste à travers l'hétérosexualité et l'exploitation du travail reproductif. Suite à quoi elle écrit « Il n'existe pas d'esclaves sans maître, il n'existe pas de femmes sans hommes ». Donc il y a vraiment cette dimension relationnelle qui ressort, et pour te l'illustrer, je vais te lire un passage de la page 44, dans lequel elle dit «
Il n'y a pas de sexe, il n'y a de sexe que ce qui est opprimé et ce qui opprime. C'est l'oppression qui crée le sexe et non l'inverse. L'inverse serait de dire que c'est le sexe qui crée l'oppression ou de dire que la cause, l'origine de l'oppression doit être trouvée dans le sexe lui-même, dans une division naturelle des sexes qui préexisterait ou qui existerait en dehors de la société. Je renvoie à une vidéo pour mieux comprendre que j'ai faite sur le livre d'Alain Accardo qui en fait est une introduction à la sociologie critique. Je te la mettrai aussi dans la description cette vidéo qui parle justement de qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que la culture et qu'est-ce qui est naturel chez l'être humain en fait. Et dans la vidéo en question justement je t'explique que par définition le fait d'être un être humain c'est indissociable de la culture et que absolument tout ce qui existe dans notre vie a un rapport avec notre culture, avec notre contexte social, avec notre manière de catégoriser les choses, de les définir. Et donc je pense que ça pourrait t'aider à mieux comprendre. Mais en gros l'idée statue en fait qu'il n'y a pas de déjà là du sexe, il n'y a pas de naturalisation du sexe, il y a juste des corps divers et variés et que le choix de faire une différence entre ces catégories est un choix politique, comme je te l'ai déjà dit, qui induit, et ça c'est très important, une hiérarchie en plus de la division. Donc non seulement on catégorise une différence entre deux groupes de personnes, en fonction de leur sexe, mais en plus de ça, cette division va se doubler d'un rapport hiérarchique. Et donc, ça a des conséquences sociologiques, puisque tout notre système repose sur cette division, en plus d'autres divisions dont je te parlais, et notamment donc la division du travail reproductif. À nouveau, on en revient à cette idée marxiste que la société repose sur la division du travail. Si on parle en classe prolétaire et bourgeoise, il y a ceux qui possèdent les moyens de production, il y a ceux qui donnent leur force de travail, et la société fonctionne sur cette division, ceux qui possèdent, ceux qui ne possèdent pas. Il y en a qui travaillent pour une classe et il y en a d'autres qui profitent de l'exploitation de ces travailleurs, et donc la société fonctionne sur cette division hiérarchique et comme je t'ai dit on peut refaire le parallèle en fait sur d'autres termes qui induisent les discriminations encore visibles aujourd'hui. Elle dit en gros qu'il n'y a de domination que sociale. La domination naturelle n'existe pas pour elle puisque aujourd'hui quand on entend quelqu'un dire oui mais les hommes sont naturellement comme ci, naturellement comme ça, c'est pas valable dans la mesure où aujourd'hui tu survis grâce à la société industrielle, économique, capitaliste, mondialisée et non pas parce que tu as plus de muscles que ton voisin pour chasser une gazelle dans la forêt. Il n'y a pas de gazelle dans la forêt, bref, t'as compris. Mais qu'en gros, la loi du plus fort, tout ça, c'est des conneries. Et qu'en fait, on ne peut pas appliquer ça aux êtres humains, puisque les êtres humains ne sont que culture, ne sont que société, ne sont que inscrits, en fait, dans ce bain économique et culturel. Elle dit donc que le sexe n'est pas une affaire d'être, mais une affaire de relation. Et qu'en gros, de là, de cette division, de cette exploitation, naît ce qu'elle appelle l'économie hétérosexuelle, qui impose aux femmes l'obligation de la reproduction de l'espèce et l'assignation à la sphère domestique. Je te renvoie encore à une autre vidéo qui s'appelle Pourquoi ta mère travaille gratos, qui parle du fait que le travail domestique gratuit fourni par une majorité de femmes dans la sphère du privé permet en gros tout simplement à une économie de tourner en exploitant tout simplement les femmes à cette tâche et en permettant aux hommes d'avoir une autonomie financière, une carrière, etc. etc. Donc je vais pas m'attarder trop là-dessus parce que j'ai fait toute une vidéo là-dessus. À ce sujet, elle explique à la page 64 De plus, lesbienne est le seul concept que je connaisse qui soit au-delà des catégories de sexe femmes et hommes, parce que le sujet désigné lesbienne n'est pas une femme, ni économiquement, ni politiquement, ni idéologiquement. Car en effet, ce qui fait une femme, c'est une relation sociale particulière à un homme, relation que nous avons autrefois appelée le servage, donc dans un système féodal, relation qui implique des obligations personnelles et physiques aussi bien que des obligations économiques. Assignation à résidence, corvée domestique, devoir conjugal, production d'enfants illimités, etc. Relation à laquelle les lesbiennes échappent en refusant de devenir ou de rester hétérosexuelles. Donc en fait, elle explique que les lesbiennes ne sont pas des femmes parce que du fait qu'elles sont lesbiennes, elles ne vivent pas toute cette exploitation qui définit la classe des femmes dans la société. Puisqu'elles ne relationnent pas, en fait, dans l'hétérosexualité, elles ne relationnent pas avec des hommes dans cette dynamique de pouvoir. Et donc, elles parlent bien de choix de devenir lesbienne. De là est né, justement, le mouvement de lesbianisme politique,
qui est une idée qui a fait beaucoup polémique, parce que justement il y a plein de gens qui se sont dit bah non, bah t'es lesbienne par nature, point barre, tu peux pas choisir ton orientation sexuelle. Et ben non, selon Monique Wittig, c'est plus compliqué que ça, et l'hétérosexualité peut être déconstruite, peut être politiquement détruite en fait, et peut être un choix, et même devrait être un choix pour le bien des femmes, pour qu'elles ne soient plus justement des femmes dans la société. Donc pour elle, le fondement de l'économie hétérosexuelle se fonde complètement sur l'appropriation du travail reproductif des femmes par les hommes à travers le contrat de mariage. Le mariage, selon elle, c'est la forme parfaite, bureaucratisée, contractuelle de ce rapport de domination hétérosexuelle. Elle explique, la femme en tant que personne physique appartient à son mari à travers ce contrat. Ce qui, peut-être aujourd'hui, n'a plus l'air si évident, mais en tout cas, à une époque, et une époque qui n'est pas si lointaine, le contrat du mariage attestait spécifiquement que la femme appartenait à son mari, c'est-à-dire que, je ne sais pas si je dois le rappeler, mais à l'époque, une femme ne pouvait pas trouver de travail sans l'accord de son mari, une femme n'avait pas le droit de divorcer de son mari, à moins qu'il y ait vraiment une faute grave qui soit survenue dans le mariage, mais même comme ça, beaucoup d'entre elles n'ont jamais pu divorcer. Elles ont l'obligation du devoir conjugal, qui en fait n'est rien d'autre que du viol conjugal. D'ailleurs, en Suisse, le viol conjugal n'a été reconnu qu'en 2005, ce qui est extrêmement tardif. Avant 2005, on ne reconnaissait pas le fait qu'un homme puisse violer sa femme dans un cadre de mariage, dans un cadre marital, puisqu'en fait la femme avait le devoir d'être disponible sexuellement pour son mari. Une femme ne pouvait pas ouvrir de compte en banque sans l'accord de son mari, enfin bref, pas le droit de vote, pas le droit de ci, pas le droit de ça. Et donc, en fait, une femme, à partir du moment où elle se marie, où elle signe ce contrat, en gros, elle signe le fait qu'elle devient une propriété, en fait, de son mari. Et encore aujourd'hui, dans certains contextes, d'une certaine manière, oui, ça continue, en fait, d'exister. Et ça prend des formes qui sont pas toujours très évidentes à percevoir dans un monde où on dit que c'est bon, on a atteint l'égalité, ça n'existe plus, etc. C'est faux, c'est pas vrai. On continue, en fait, de percevoir les femmes comme une sorte de marchandise, d'investissement en fait sur le long terme, etc. Et c'est ça qu'elle critique en fait. Elle dit en gros que c'est le contrat de mariage qui permet en fait le fondement de l'économie hétérosexuelle. Monique Wittig s'inscrit dans un mouvement qu'on appelle le matérialisme. Pareil, si je fais référence aux théories marxistes, Marx parlait de matérialisme historique. Là, on parle de matérialisme féministe. Là, je suis en train de me dire qu'il faut vraiment que je fasse une vidéo sur Marx et sur ses théories pour reprendre aussi cette idée de matérialisme, etc. parce que c'est très intéressant et parce qu'il y a énormément d'auteurs en fait qui font référence à lui ou qui réinterprètent en fait ces théories, c'est très intéressant. Et le féminisme matérialiste, bah, c'est le féminisme que je suis en train de te présenter aujourd'hui, qui décide en gros de ne pas voir l'oppression des femmes à travers un prisme naturel, avec une origine qui serait biologique pour expliquer l'oppression. Non, cette oppression viendrait de l'organisation même de la société, des rapports économiques de pouvoir qui organisent et qui vont impacter les conditions matérielles de vie des individus et donc qui visent en fait à une disparition de l'existence de ces classes puisque, comme elle l'avait déjà dit, sans maître il n'y a pas d'esclaves, sans homme il n'y a pas de femmes, du coup il faut détruire la classe des hommes pour qu'il n'y ait plus de classe des femmes et en gros elle aspire à une société sans ces catégories d'organisation sociale. Ça ne veut pas dire qu'elle a la réponse à la société parfaite, mais juste qu'elle dit en gros on ne sera jamais libéré en fait de cette oppression tant qu'on va penser dans ces catégories-là. Et c'est pour ça qu'elle dit les lesbiennes ne sont pas des femmes parce qu'elles refusent en fait de se définir à travers cette classe. Dans l'idée patriarcale de notre société, on définit une femme en fonction de sa capacité à enfanter et souvent c'est l'argument numéro 1 qui revient, bah oui, bah l'être humain naturellement il est fait pour faire des enfants, c'est la survie, c'est l'évolution de l'espèce, etc. Mais aujourd'hui, concrètement, hein, et ça depuis vraiment très longtemps d'ailleurs, depuis je dirais même des millénaires, les personnes ont des pratiques sexuelles, même lorsqu'elles sont hétéros,
qui n'ont pas systématiquement comme objectif la procréation. Et la preuve, c'est qu'avant même l'invention de contraceptifs modernes, etc., les couples continuaient de baiser sans problème et trouvaient des moyens de ne pas faire d'enfants, mais avec quand même des relations sexuelles. Donc en fait, les femmes, à proprement parler, dans cette société définie par leur utérus et leur vulve, etc., ont des relations sexuelles, de nombreuses relations sexuelles, même sans volonté en fait d'enfanter. Et donc cette définition est une définition politique et non fidèle à la réalité, puisqu'aujourd'hui c'est extrêmement rare et c'est très minoritaire, et ça l'a toujours été d'ailleurs, que des personnes n'aient des relations sexuelles que dans le but d'enfanter. Et la preuve, c'est que on a toujours vu dans toutes les histoires, dans toutes les cultures, énormément de personnes avoir des pratiques homosexuelles ou même des pratiques solitaires sexuelles dans le but d'avoir du plaisir et non pas d'enfanter. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pendant très longtemps, et d'ailleurs c'est encore le cas de nos jours, les lesbiennes sont taxées par certaines personnes, notamment des hommes, d'essayer de devenir des gars, en fait. En gros, pourquoi les lesbiennes essayent de ressembler aux hommes, pourquoi les lesbiennes ressemblent à ci, ressemblent à ça, se comportent comme ci, se comportent comme ça. En gros, ce sont pas vraiment des femmes. Comme si le fait de ne pas coucher et de ne pas avoir de relations amoureuses avec des hommes ne faisait d'elles pas vraiment des femmes. Monique Wittig dit, c'est un aveu de la part des hommes, notamment, du fait qu'être une femme, c'est avant tout avoir des relations avec des hommes, coucher avec eux, tomber amoureuse d'eux. Parce que les lesbiennes représentent une sorte de danger dans la société. Les gens se disent mais c'est pas vraiment des meufs du coup, parce que du coup elles font pas vraiment l'amour, etc. Et pour elle, elle dit voilà, c'est la preuve qu'en fait genre l'idée de femme elle est vague. En réalité les limites sont compliquées même dans l'esprit des gens, et on ne perçoit les femmes qu'à travers le prisme de leur relation avec les hommes, et c'est justement ça qu'elle veut casser. Donc pour elle, le refus de l'hétérosexualité, qu'on soit un homme ou une femme dans cette société avec ces catégories, c'est en gros refuser consciemment ou non de vouloir devenir un homme et une femme dans la société. Parce que ce parallèle, tu peux le faire aussi avec les hommes homosexuels. Beaucoup d'hommes homosexuels ont été taxés de pas être des vrais hommes, ont été marginalisés et discriminés pour ça. Parce que comme ils couchaient pas avec des femmes, comme ils tombaient pas amoureux des femmes, ils ne remplissaient pas les petites cases nécessaires à être un véritable homme dans la société. Donc voilà, c'est juste le parallèle. Et donc elle dit qu'il faut remettre en question radicalement ces catégories et non les renforcer. Donc elle est complètement contre cette logique de glorifier ce qui ferait de nous des femmes, d'accentuer le différentialisme en fait, et ça a été le cas dans énormément de mouvements féministes d'ailleurs. Je sais plus dans quelle vidéo j'en parlais, mais je sais que j'ai fait une vidéo là-dessus qui en fait reprenait différents mouvements féministes, et c'est vrai qu'on a vu dans l'histoire beaucoup de mouvements prôner la beauté en fait de la différence entre les hommes et les femmes, et en gros c'était un féminisme qui visait à faire respecter cette différence, à faire respecter les femmes dans leur différence, en disant oui c'est magnifique, nous avons un utérus, oui c'est magnifique, nous faisons des enfants, oui c'est magnifique, nous avons une capacité naturelle et plus spontanée et efficace que les hommes à être sensibles, maternantes, prendre soin de l'autre, etc. Et donc en fait on ne remettait pas en question ces prétendues qualités innées, on partait du principe qu'en fait elles faisaient partie intrinsèquement de nos différences, et donc on voulait plutôt les célébrer. Alors que Monique Wittig elle est complètement contre ça, elle dit non, c'est de la merde en fait, parce qu'on ne fait que renforcer les catégories en disant qu'il y a une division entre nous, alors que en réalité ces catégories sont construites. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire oui mais dans la psychologie, dans la sexologie, dans la biologie on voit qu'il y a des différences, etc. Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est que autant notre biologie, notre psychologie, notre sexualité, etc. sont des choses qui sont influencées par notre culture. En fait l'être humain justement évolue, et en fonction du contexte culturel dans lequel il évolue, en fonction du contexte politique dans lequel il évolue, ça va avoir des impacts en fait dans sa nature profonde, et même dans sa psychologie. Donc oui, peut-être qu'aujourd'hui, quand on analyse les cerveaux des femmes et les cerveaux des hommes, on voit qu'il y a des différences qui sont vraiment là, dans le cerveau, dans les neurones et tout, mais qui te dit que c'est pas le résultat, justement, d'une société construite autour de ces différences qui n'a fait que les accentuer. Donc ce que Monique Wittig appelle la pensée straight, qui en fait veut dire hétéro en anglais, la pensée hétérosexuelle, en gros, c'est une pensée qui voit l'hétérosexualité comme une norme universelle et non questionnable. C'est-à-dire que c'est une norme qu'on voit dans la culture, dans l'art, dans la science, dans l'histoire, etc., etc., dans
tous les films que tu regardes, dans tous les clips musicaux, dans tous les musées, toutes les œuvres littéraires, la majorité du temps, on trouve des histoires d'amour hétéro et ça n'a jamais choqué personne de voir de l'hétérosexualité partout, alors que dès qu'il y a une histoire qui représente autre chose que de l'hétérosexualité, on va dire que c'est de la propagande, que c'est de la perversion de la société, que c'est un lobby, etc. Alors que juste, dans la réalité, c'est des choses qui existent et ça a l'air d'être subversif en fait de montrer ce genre de relation, mais ça n'a rien de naturel en fait, c'est juste que comme le régime politique est celui qui produit ces créations, ce régime politique produit des créations dans le sens de sa ligne politique, c'est-à-dire que nous sommes un régime politique fondé sur l'économie hétérosexuelle, donc nous allons créer des œuvres culturelles, nous allons financer des recherches scientifiques, nous allons créer et mettre des budgets dans ce qui va dans notre sens, donc l'hétérosexualité. Cette universalisation de l'hétérosexualité crée une illusion de naturel, c'est-à-dire que c'est la représentation majeure, c'est l'idéal de ce qu'est l'ordre, de ce qu'est l'harmonie sociale, et donc depuis qu'on est minuscule, on voit que ce n'est que ça le modèle existant. Et donc tu vas me dire, oui mais bon, pour faire une famille, il faut quand même un papa, une maman, parce que sans ça, en fait, on peut pas avoir d'enfants. À nouveau, on peut questionner les modèles familiaux. Le modèle papa-maman, 2 enfants, c'est un modèle, et ça j'en ferai une autre vidéo bientôt, c'est un modèle qui vient en fait, déjà qui a été très 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 en vogue pendant les 30 Glorieuses, donc des années 1950 aux années 1980. C'était une période post-Deuxième Guerre mondiale. C'est un modèle qui est issu de la bourgeoisie, avec le mari qui va travailler, la femme qui est dans la sphère domestique et qui s'occupe des enfants et qui est ravie de recevoir un aspirateur à Noël. Donc bon, ça je le préciserai dans d'autres vidéos, mais c'est un modèle qui n'a pas tout le temps existé de cette manière, c'est-à-dire que la famille, elle peut prendre des formes de 1000 manières. Il y a même des familles où on peut avoir plusieurs mamans, plusieurs papas, où en fait notre mère c'est notre tante, il y a une différence entre l'action procréatrice de l'ovule et du spermatozoïde et le rôle que prennent les personnes dans la famille. Et ça, on le voit notamment dans les prisons. Il y a des gens qui ont étudié en fait ces rapports de famille dans les prisons. Je crois que c'était aux États-Unis, quelqu'un qui avait mené une étude sur les femmes en prison, dans une certaine prison aux États-Unis, et qui avait étudié le fait qu'il n'y a que des femmes dans la prison, aucune d'entre elles n'ont des liens de parenté biologiques, et pourtant elles tissent des relations de type familial et organisent en fait des liens affectifs et amoureux même, qui sont très similaires à ceux d'une famille papa, maman, enfant en fait. Et donc c'est très intéressant de voir que la notion de famille, elle est beaucoup plus complexe que juste un spermatozoïde qui trouve un ovule. En fait, la famille, pareil que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est aussi quelque chose de culturel, c'est aussi influencé par notre système économique et politique, mais ça, on le verra dans mes futures vidéos sociologie. Ensuite, il y a tout un passage sur la notion de contrat social, dont je te parlerai bien plus en détail quand on va aborder Rousseau, et puis peut-être un peu de théorie, sciences politiques, etc. dans mes vidéos sociologie. Je sais que j'arrête pas de le dire, mais c'est juste qu'en fait, c'est tellement riche que je ne peux pas tout dire en une vidéo, sinon on y est jusqu'à demain, en fait, bref. Mais pour les personnes qui sont déjà un peu familiarisées avec la notion de contrat social, je vais juste faire un petit rappel. Le contrat social, en fait, c'est un pacte que le peuple signe avec l'État afin de se protéger, de protéger les individus. Et en gros, les individus s'accordent sur une relation contractuelle à travers un contrat, justement, par lequel les individus s'engagent à accepter certaines obligations de citoyens. Et en échange, les individus profitent de certains avantages offerts par la coopération sociale, par l'État, notamment la sécurité, la protection, etc. Et en fait, Monique Wittig dit que la construction de nos sociétés actuelles ne prend pas du tout en considération les femmes, la classe des femmes en fait, dans cette relation en fait entre les individus et son État. Puisque, en gros, j'ai même pas besoin de le préciser, je pense, mais déjà à l'époque où ces théories et où ces principes en fait commençaient à organiser la société, on considérait même pas que les femmes étaient des citoyens en fait. Les femmes, c'est comme les animaux de compagnie, c'est comme le bétail, c'est une possession, comme je le disais tout à l'heure. Donc en fait, dans cette relation, dans cette interaction entre les individus et l'État et ce contrat qu'on fait en tant que citoyen avec le gouverneur, etc., les femmes en fait, elles n'étaient même pas dans l'équation. Et elle dit en gros, ce contrat social, ce contrat hétéro, ce
contrat raciste, ce contrat classiste, etc., en fait, il ne prend jamais en considération les catégories oppressées de la société. C'est un contrat fait par des hommes, pour des hommes. Et là, c'est parce qu'on parle de patriarcat, mais à nouveau, on peut faire le parallèle dans d'autres discriminations. Ensuite, elle donne quelques éléments sur ce qu'elle appelle la culture lesbienne, et elle explique que cette culture a toujours existé, mais de façon clandestine, même au sein des mouvements féministes. Du coup, elle donne plein de références assez anciennes d'ailleurs de lesbiennes en fait, qui ont écrit, qui ont créé en fait des ouvrages, des productions lesbiennes, mais que ça a toujours été extrêmement marginalisé et que justement, pour elle, c'est pas possible que ça se passe comme ça, quoi. Puis elle enchaîne avec la phrase suivante, pour nous, il n'existe pas deux sexes, mais autant de sexes qu'il y a d'individus. Et ça c'est intéressant, je vais revenir à une idée que j'ai mentionnée au départ dans la vidéo. Cette catégorisation vulve, pénis, homme, femme, organisation sociale, elle n'est pas pertinente parce que, là on va rajouter encore des arguments, si tu prends toutes les vulves qui existent sur Terre, et tous les pénis qui existent sur Terre, et tous les sexes qui sont entre ces deux catégories polarisées, donc d'ailleurs on en a parlé d'intersexuation dans cette chaîne avec Audrey, pareil je te mettrai la vidéo dans la description. Donc si tu prends tous les organes sexuels qui existent au monde, tu verras que c'est très 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 différent, enfin d'une vulve à l'autre il peut y avoir un monde entier, d'un pénis à l'autre aussi, même parfois on peut se dire mais il y a presque plus de différence entre un pénis A et un pénis Z qu'entre un pénis A et une vulve A. Donc en fait c'est une variation de morphologie, et là on parle que des organes externes parce que le sexe ce n'est pas que les organes génitaux externes, c'est aussi les organes génitaux internes, c'est aussi les chromosomes, c'est aussi le système hormonal, c'est aussi, enfin c'est un tas de choses en fait le sexe. Donc catégoriser la population comme ça en deux, sur la base de si t'as des couilles ou pas, c'est très réducteur de la diversité en fait de la société. Et donc c'est pour ça qu'elle dit, en fait, il y a autant de sexes qu'il y a de personnes. Et nous, lesbiennes, c'est la posture en fait qu'on prend. Je ne vais pas m'attarder sur toute une partie du livre, malheureusement, même si je pense que ça pourrait être très intéressant, sur le langage, tout simplement parce que je ne suis pas sûre de pouvoir retransmettre fidèlement les idées à propos de ça. C'est assez complexe et j'avoue que parfois j'ai pas tout capté, mais en gros, comme elle est écrivain, elle a vraiment beaucoup travaillé la grammaire, la langue, les termes, enfin, elle est vraiment, ça se voit qu'elle est passionnée par l'écriture en soi et le langage, la communication, et donc en fait elle fait plein d'analyses de comment on utilise certains termes, pourquoi la grammaire fonctionne comme ci, comme ça, l'évolution du langage dans les ouvrages à travers l'histoire et tout, enfin bref, super intéressant, mais malheureusement voilà, je pense pas que je sois la mieux placée pour t'expliquer sa vision du langage, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que le langage aussi est au centre de toutes ces constructions et qu'il est un élément hyper important de la révolution idéologique tout simplement, puisque c'est à travers le langage en fait qu'on va statuer et qu'on va cristalliser certaines identités, certaines définitions dans la tête des gens tout simplement. Donc vraiment pour elle le langage c'est hyper important. Voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo là. Si tu veux soutenir mon travail pour que je puisse être autonome financièrement et continuer à faire mes vidéos telles que je les fais aujourd'hui, je t'invite à faire un tour sur mon profil Utip, et si tu veux me faire un petit don ce serait super gentil, même si c'est juste 1 € pour moi ça fait la différence au quotidien, et merci infiniment aux personnes qui y pensent et qui le font déjà. Dans tous les cas moi ça m'a fait très plaisir de faire cette revue, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.